Au cœur de l'élection présidentielle en République centrafricaine, Kwanza Media a le plaisir d'être reçu par le ministre coordinateur de la cellule stratégique d'orientation et de suivi des grands travaux et des investissements stratégiques du pays. Pascal Bida Koyabele nous accorde du temps sur nos antennes. Merci infiniment. Merci de m'offrir un peu de votre temps pour que nous puissions échanger sur les enjeux qui prévalent aujourd'hui dans cette révolution quantique initiée par le président de la République, afin de pouvoir réaliser ce grand rêve panafricain porté depuis des siècles par nos ancêtres, déjà depuis l'Égypte antique avec Narmer. Cette idée d'unité de l'Afrique a toujours bercé nos grands leaders, et c'est à ce titre-là que le président Touadéra tient absolument à reprendre le flambeau de Barthélemy Boganda, de Kwame Nkrumah et d'autres pour pouvoir libérer l'Afrique, ce qu'il a déjà entrepris. Comme vous le savez, il fut le premier au XXIe siècle à sonner le glas du néocolonialisme français et de la barbarie néocoloniale française. Et il a eu raison effectivement de de ce système néocolonial. Comme vous le savez, nous avons même fait la guerre ici contre la France. En 2020, la France, accompagnée de barbares, de terroristes, a sévi ici, ont massacré des populations, ont tenté de remettre en cause les fondements de la démocratie durant la période électorale. Et d'ailleurs, un des candidats, M. Doleguele, était de ses complices, comme vous le savez. Il était de ceux qui avaient soutenu financièrement Bozizé, l'UPC, donc ces suppôts du néocolonialisme français, qui à cette époque-là faisait tout pour massacrer les populations et voulait absolument liquider la révolution panafricaine initiée par le président Touadéra. Par la grâce de Dieu et des ancêtres, nous avons eu raison physiquement de ces suppôts du néocolonialisme français et nous avons définitivement sonné le glas du néocolonialisme français. Afrique et en Centrafrique, et d'autres ont emboîté le pas du président Touadéra. Et vous savez, c'est l'élément le plus important de l'histoire de notre pays. Nos ancêtres ont versé leur sang pour obtenir cette libération, gagner cette guerre. De Karinou et même d'autres, Machua, Nyobe et d'autres. Aujourd'hui, nous sommes libres. Libres de pouvoir réinventer l'avenir, libres de pouvoir reconstruire ce pays et l'Afrique. Et donc nous sommes heureux aujourd'hui. On s'était vu il y a quelques années de cela, quand nous étions en plein combat. Aujourd'hui, on se retrouve libre et je profite de cette occasion pour vous remercier pour tout le combat que vous avez mené, pour ce combat pour la liberté. Et maintenant, nous nous battons pour le développement, pour la puissance de l'Afrique et de la Centrafrique. Vous savez, c'est une vingtaine de jeunes Africains venant de tous les horizons. Congolais, Sénégalais, des ingénieurs sénégalais, des ingénieurs maliens, des ingénieurs zimbabwéens, ici, réinventent et reconçoivent l'Afrique, comme vous avez pu constater tout à l'heure sur le plateau technique. Nous avons des sœurs qui sont là, des frères aussi panafricains qui sont là et qui accompagnent le président pour l'aider à réinventer cette Afrique libre, digne, puissante et prospère. Et donc notre vocation ici, c'est de pouvoir restructurer, toute la dynamique de développement sur la base de la vision du président. Nous sommes ici en fait le laboratoire du président. Nous avons pour vocation d'assurer le suivi des projets. Mais avant de pouvoir, dans le cadre du suivi, il y a plusieurs étapes. Il faut déjà concevoir le projet. Ensuite, quand on l'a conçu, pour pouvoir l'implanter, il faut mobiliser les financements. Ça, c'était la phase la plus difficile, à un moment, quand on sortait de guerre. Après avoir tout investi pour la sécurisation de la population. Entre-temps, le président nous avait demandé de pouvoir structurer sa vision et son rêve pour cette grande Afrique unie, puissante et prospère, j'insiste bien, puissante et prospère.
cette volonté de puissance là, qui, je dirais, était un élément essentiel de la vision de nos ancêtres, hein, depuis l'Égypte antique, de Narmer à ces grands rois d'Afrique et à ces grands leaders d'Afrique. Cette aspiration à la puissance, aujourd'hui, anime le président Touadéra. Et c'est sur cette base-là qu'il nous a demandé de structurer une nouvelle économie, des infrastructures adaptées, effectivement, ces infrastructures auront pour vocation d'abriter cette révolution économique dynamique qui pourra effectivement soutenir la puissance et la dynamique de puissance de la Centrafrique et de l'Afrique à terme. Et donc, pour ça, c'est d'énormes chantiers qu'on doit mettre en œuvre. Il était difficile dans l'environnement concurrentiel, mais surtout l'environnement financier classique, de pouvoir mobiliser des ressources. Donc, on a dû faire preuve d'ingénierie financière pour trouver des solutions de financement. Et là, il y a eu et il y a toujours cette idée géniale, mais vraiment géniale, sur le plan financier. Beaucoup de gens n'ont pas compris. Mais il y a tout un travail que nous continuons de faire, que nous allons continuer à faire pour pouvoir pédagogiquement vraiment permettre aux uns aux autres de comprendre les enjeux de la crypto. Les enjeux de la crypto, en fait, donnent lieu à une nouvelle révolution économique, financière et bancaire. Beaucoup n'avaient pas compris. Le président Touadéra était plus à même que beaucoup de gens de comprendre ces enjeux. Pourquoi? Parce qu'il a enseigné durant toute sa carrière. Et il continue d'enseigner, comme vous le savez, tous les samedis. Le président continue de donner des cours de mathématiques quantiques à l'université de Bangui. Il continue d'apprendre aux étudiants à résoudre des problématiques algorithmiques. Et ce sont ces problématiques algorithmiques, ces solutions algorithmiques qu'il a enseignées durant toute sa carrière, qui fondent la révolution crypto. Et donc c'est pour ça qu'il était plus à même que nous tous de comprendre les enjeux. C'est un rêve qu'il portait depuis. Cette révolution économique fondée sur une nouvelle solution scientifique, mathématique. Comme vous le savez, tout est mathématique à la base. Eh bien, il avait pris le temps de développer ça, de concevoir ça, et nous avons eu l'honneur, le plaisir et le privilège d'être là, d'être témoin, de l'accompagner, de participer à la structuration de ce grand projet que lui-même a défini, structuré et conçu. Une révolution aujourd'hui que d'autres essayent de comprendre, porter. Le temps et l'histoire lui donnent raison. Tout le monde maintenant cherche à avoir recours à cette solution crypto. Les États-Unis d'Amérique, le président Trump se veut aujourd'hui le chantre de la crypto-monnaie, initie des réformes économiques dans son pays pour justement intégrer la solution crypto. Et d'ailleurs, ils avaient envoyé une équipe ici à Bangui. Je parle des États-Unis d'Amérique et de l'équipe de Trump. Je parle aussi du FMI et de d'autres institutions qui ne comprenaient rien à la crypto. C'est ici. Et c'est en Centrafrique que le président Touadéra leur a enseigné les vertus de la crypto. Ils ne comprenaient pas. Maintenant, ils comprennent, si bien que le temps donne raison au président. Et sous d'autres cieux aussi, en Asie, au Moyen-Orient, des gens maintenant commencent à s'engager dans la crypto. C'est le progrès. C'est la logique du progrès. On ne peut pas aller contre ça. Et la logique du progrès est là. C'est une dynamique de progrès qui est là. On ne peut pas aller contre ça. La crypto-monnaie, c'est pas sorcier. C'est une monnaie, tout simplement. Mais la technologie, le support est différent. Avant, il y avait des monnaies, on utilisait des coquillages. Les coquillages faisaient office de monnaie. Des tulipes, même faisaient office de moyen d'échange. Donc, en Europe, on ne peut pas dire en Hollande, à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe. C'est pour vous dire, c'est un moyen, c'est un élément moderne d'échange. Ça reste une monnaie. Mais maintenant, au lieu que ce soit un coquillage, au lieu que ce soit une pièce de monnaie, au lieu que ce soit une tulipe, on est en pleine digitalisation, on est en pleine révolution numérique. C'est un produit numérique qui devient effectivement un moyen d'échanger. Tout simplement. D'accord. Maintenant, avec le progrès technologique, avec, je dirais, la créativité de la jeunesse africaine et mondiale, autour de cette monnaie,
des produits financiers se structurent. Mais en fait, ce sont les mêmes produits quand on parle de spéculation sur des assets, sur des actifs, quels qu'ils soient, miniers et tout le reste. Mais ça existe déjà dans l'économie classique. Maintenant, autour de la crypto, autour de la blockchain, on est en mesure aussi de structurer des produits spéculatifs, une logique spéculative, voilà, et lever des financements. Ça se limite pas à la dimension monétaire. Voilà. Il y a d'autres dimensions économiques, financières et bancaires qui sont en mesure de se structurer sur une monnaie classique, dans une économie qui est moderne, qui s'articule autour de la blockchain, qui n'est autre qu'un écosystème, tout simplement. Il n'y a rien de sorcier. Mais ils n'ont pas compris. Et cette révolution, le président continue de s'engager résolument dans le développement de cette solution-là et dans cette révolution économique et financière. Vous avez eu le Memecoin, il y a eu des hauts et des bas, comme partout dans la vie, mais il faut surtout pas baisser les bras face au moindre échec, bien au contraire. Il faut être en mesure de se relever pour pouvoir faire face à tout type d'échec. Surtout dans quel que soit le domaine dans la vie, il faut savoir se relever. Et c'est ce que nous faisons. Le Sango Coin a été miné par une dame, la présidente de la Cour constitutionnelle à l'époque. Et vraiment, cela constitue un crime contre l'économie et le progrès de l'économie de l'Afrique. Cette dame, manipulée par le système néocolonial français, a été de ceux, avec les Doléguélé, des économistes de pacotille, qui ne comprenaient rien à la crypto, mais juste pour répondre à la volonté du maître, ont tout fait pour constitutionnellement remettre en cause cette révolution qui t'engage. Ceci ne nous a pas empêché de continuer. Le monde va être bientôt surpris par les solutions, mais aujourd'hui, le président ne se cache pas. Nous ne cachons pas. Il y a des solutions crypto que nous continuons de développer. Il y a eu le Memecoin. Il y a encore de belles surprises que nous réservons. Mais aujourd'hui, nous sommes aussi surpris de voir que tout le monde emboîte le pas au président. Dans la structuration de crypto-monnaies fondées sur des ressources, fondées sur des assets, à travers le monde. Tous les États maintenant y pensent. Le Zimbabwe nous a suivis, mais beaucoup de pays d'Europe, tout le monde va vers ça, des privés, tout le monde va vers ça. Tout le monde donne raison au président Touadéra aujourd'hui, dans le cadre de cette révolution économique, financière et bancaire. Centrafrique était le lieu où Dieu avait effectivement logé son trésor. Croyez-moi, quand nous avons reçu ces études commandées par le président Touadéra, pour la petite histoire, je me souviens quand le président Touadéra allait voir son ami et frère, le président Poutine, et il lui demandait qu'une chose, les études géologiques. Si la Russie pouvait, dans le cadre d'un deal, nous permettre de faire ces études et d'obtenir ces études-là, des bankable feasibility studies, pour que nous puissions savoir ce que nous avions sous nos pieds. On dit que ce pays est très riche, mais qu'est-ce que nous avons et où est-ce que c'est localisé? Et croyez-moi, c'est avec une certaine émotion, une émotion certaine que je vous dis ça, quand on a... Les Russes eux-mêmes étaient tout aussi émus que surpris de découvrir que ce pays était extrêmement riche. Il y avait des ressources qu'on ne pouvait pas imaginer retrouver ici. Je parle d'un potentiel inestimable en thorium, je parle d'un potentiel inestimable. Je parle d'un des plus gros potentiels en graphite du monde. Je parle d'un potentiel inestimable en cuivre. Nous sommes en train de finaliser les études, mais ne soyez pas surpris d'apprendre que nous avons plus de cuivre ici qu'au Congo. Je parle d'un potentiel inestimable en cobalt. Je parle d'un potentiel inestimable en aluminium. Bref, du thorium, des terres rares, à ne pas savoir quoi en faire. Je vous dis, pendant plusieurs mois, il a fallu du temps pour que le président puisse prendre du recul avec toutes ces richesses pour pouvoir structurer une stratégie de mise en valeur de ces ressources-là, tout en préservant, je dirais, une partie pour les futures générations
et maintenant pour structurer une nouvelle révolution industrielle. On ne savait pas qu'on avait autant de cobalt. On ne savait pas qu'on avait autant de graphite. On ne savait pas qu'on avait autant de lithium. On ne savait pas qu'on avait autant de rhodium. Toutes ces ressources aujourd'hui nous permettent de pouvoir disposer des éléments, des matières premières essentielles pour pouvoir, par exemple, développer des produits à très haute valeur ajoutée, comme la dernière génération de microprocesseurs, comme la dernière génération de batteries, des batteries quantiques, comme aussi on a tous les éléments constitutifs de l'ordinateur quantique, mais aussi les éléments constitutifs des supraconducteurs. Grâce à ces données-là, maintenant, on sait qu'on n'a pas seulement qu'un potentiel agricole important avec des terres arables, fertiles et jouissant d'une forte pluviométrie. On a des ressources stratégiques inestimables sous nos pieds. À partir de là, maintenant, en fonction de la localisation des ressources, c'est sur cette base-là qu'on devait maintenant définir l'implantation de certains nombres d'infrastructures, que ce soit les infrastructures routières. Ces infrastructures routières devaient effectivement serpenter tout autour de ces différents gisements pour pouvoir offrir une voie d'accès aux gisements, mais aussi, après avoir exploité les ressources et les avoir transformées quasiment à proximité des gisements. Donc il fallait implanter de nouveaux pôles industriels miniers, de même pour l'agriculture. Bref, c'était tout un chantier. Et toute une stratégie qu'il fallait redéfinir et mettre en place, le développement. Ça va des routes, en passant par les infrastructures. Mais comme vous le savez, même le développement exige une forme de méthodologie, une méthode. Il faut qu'il y ait une méthode de développement. On commence par quoi? Le président a défini ce qu'on appelle le cercle vertueux de la révolution quantique. Aujourd'hui, on est dans le quantique. On est à l'ère de l'IA, de l'Internet. Tout ça, c'est du quantique. Vos téléphones, de dernière génération, je vois votre téléphone, c'est un téléphone quantique qui a recours à la technologie quantique. Et donc, on est en pleine révolution quantique aujourd'hui. Allons-nous rater cette révolution? Allons-nous continuer à planter effectivement de la canne à sucre, du cacao et des patates pendant que les gens font des ordinateurs quantiques? Le président dit non. Nous allons effectivement planter du sucre. Nous allons plus planter le cacao. Pourquoi? Parce que pour le président, il faut d'abord nourrir l'Afrique. L'Afrique, le continent africain abritera la population la plus importante du monde d'ici peu. Il faut nourrir nos frères africains. Et donc, pour le président Touadéra, il est question de pouvoir développer une agriculture qui nous permettra de satisfaire les besoins de la population africaine. Bon, au petit déjeuner, il n'y a pas beaucoup d'Africains qui consomment du cacao. Surtout que c'est des productions qui permettent de satisfaire les besoins de d'autres marchés dont on n'a aucun contrôle sur les prix et qui nous imposent un diktat en général en termes de structuration des prix. Là, pour le président, nous devons d'abord en priorité nourrir l'Afrique, satisfaire les besoins alimentaires de l'Afrique, sécuriser alimentairement l'Afrique. Voilà, ça c'est les questions de principe. Maintenant, en termes de méthodologie et de développement, il faut d'abord mettre en place une administration dynamique moderne qu'on appelle une administration quantique, qui va utiliser l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies, avec aussi des outils modernes qui permettront à notre administration d'être beaucoup plus performante. Sur cette administration, on va aussi sécuriser, mettre en place un dispositif de sécurité moderne, tout aussi quantique, puisqu'on va avoir recours à des satellites pour avoir une meilleure surveillance du territoire, etc., etc., etc. Et mettre en place maintenant un système financier, monétaire et bancaire, relevant toujours effectivement de la dynamique quantique. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir des banques qui vont utiliser des vieux outils, des vieilles machines à écrire ou à calculer. Non. On va s'inscrire, on va utiliser des serveurs quantiques, on va utiliser des ordinateurs quantiques avec des forces de calcul incroyables, développées par des Africains qui seront formés à bonne école. Et donc, on s'inscrit là dans cette nouvelle révolution industrielle, la révolution quantique. Et donc, après avoir mis en place ce système bancaire, entre-temps, on mettra en place les infrastructures de base, offrir l'électricité. Ça, c'est fondamental dans une économie. Parce qu'en fait, l'économie n'est autre que de l'énergie transformée. Oui, il faut de l'énergie, il faut de l'eau, et après, il faut des infrastructures routières,
construire des hôpitaux, des écoles. Tout ceci sur le système bancaire et monétaire qui lui maintenant va alimenter, je dirais, le développement et des infrastructures et des activités économiques et commerciales. Tout partira du système bancaire et du système monétaire. La banque est le cœur de l'économie et la monnaie le centre de l'économie. Permettez-moi vraiment humblement de rappeler cela parce qu'on oublie ça souvent. Vous voyez même à l'époque aux États-Unis, vous voyez dans les films, dans les westerns, quand on doit créer une petite ville au Far West, il y a toujours, on commence d'abord par construire la banque, le saloon et la mairie. Voilà. Ça a l'air simpliste comme ça, mais en fait, c'est la structuration fondamentale d'une société et d'une économie. C'est ce qui a échappé à l'Afrique. Ils ont tout fait, le néocolon et le colon, pour que la maîtrise du système financier et bancaire puisse nous échapper. Et c'est là où le génie du président Touadéra, avec la solution crypto, nous permettait de nous libérer complètement du système néocolonial et de ses contingences néocoloniales financières et bancaires. On y reviendra. Et donc, en nous inscrivant dans la logique de ce cercle vertueux, après, ces banques-là donneront des crédits aux opérateurs économiques africains. Le président veut aller justement dans cette logique-là en nous espérant des expériences réussies comme en Chine vers la création de banques spécialisées. Des banques spécialisées pour les femmes. Vous savez qu'ici, la femme centrafricaine est l'acteur le plus dynamique du pays. Elle contrôle 72% de l'économie de ce pays, de la production à la distribution. Vous pouvez même voir dans Bangui, la plupart des immeubles que vous voyez en construction appartiennent à des femmes. Voilà. C'est la réalité culturelle. C'est des monstres sur le plan économique. Mais cette femme, malheureusement, n'a pas accès au système bancaire. Elle n'a pas accès au financement. Elle n'a pas accès au crédit. C'est sans soutien financier qu'elle arrive à contrôler 72% de l'économie. Le président se dit que si nous assistons nos mamans, nos sœurs et nos femmes en mettant en place une banque pour les femmes, dirigée par les femmes, on sera en mesure de surprendre le monde, économiquement et financièrement parlant. Vivement que il y aura aussi une banque pour les jeunes, une banque de la jeunesse, parce que nos jeunes aussi sont très dynamiques. Il y aura aussi des banques spécialisées, comme ça c'est fait en Chine, même en Europe, une banque agricole pour soutenir le secteur agricole. Donc des banques spécialisées, une banque pour le commerce et l'industrie, une banque pour l'habitat, des banques spécialisées et dédiées au soutien et au développement de secteurs spécifiques. Une démarche qui a fait recette. C'est pour dire, en fait, c'est une solution qui a fait recette, comme en Chine. Les 5 plus grandes banques du monde sont chinoises et sont des banques spécialisées. La banque agricole chinoise, qui est la 3e banque du monde, la banque de la construction de Chine, qui est la première banque du monde, la plupart dans le top 5 des grandes banques mondiales, des grandes banques de ce monde, vous avez que des banques spécialisées. C'est pour dire que c'est une idée qui a fait recette. Nous n'allons pas réinventer la roue. Et c'est ainsi, effectivement, que le président a pour priorité de pouvoir lancer et implanter très rapidement ces banques-là. C'est dans le pipe. D'ici, normalement, mi-juin, nous aurons implanté la Banque des femmes. Mi-juin 2026, nous aurons implanté la Banque des femmes. C'est en cours, c'est dans le pipe. Au plus tard, la Banque de la jeunesse suivra et les autres banques spécialisées. La Banque agricole, c'est prévu pour la fin de l'année. Et la Banque du commerce et de l'industrie aussi pour la fin de l'année. Et donc, d'autres nous font la remarque des individus de mauvaise aloi ne s'entendent que oui, mais pourquoi on ne l'a pas fait avant, puisque c'est un projet que le président portait depuis longtemps. Ils oublient qu'on était en train de sécuriser ce pays et notre économie. Le président, pour la première fois dans l'histoire, vous savez, ce pays, pendant très longtemps, a été déstabilisé par le néocolon, le système colonial et néocolonial. Et donc là, nous avons eu raison d'eux. Il a fallu restructurer l'armée. La priorité était de pouvoir sécuriser le pays pour pouvoir permettre aux différents acteurs de pouvoir s'épanouir en toute sécurité en Centrafrique. Ça nous a pris du temps, mais pas beaucoup de temps, comparé à d'autres pays qui, depuis lors, cherchent à sécuriser, à se sécuriser, à se mettre à l'abri des djihadistes, des terroristes. Nous avons eu des raisons de très vite, et aujourd'hui, nous pouvons maintenant nous inscrire dans une logique de développement économique. La Russie a sauvé ce pays. A sauvé ce pays
en 2020. Déjà, en nous permettant de pouvoir nous sécuriser nous-mêmes. Je vais vraiment, avec une certaine amertume, faire état d'une situation. Je pense que vous vous souvenez, à l'époque, les néocolons estimaient qu'il nous fallait 30 ans pour former une brigade. Donc 800 hommes. Et ils donnaient des bâtons à nos officiers et à nos militaires pour se former militairement, pour sécuriser le pays en créant PO. Je n'oublierai jamais. Et je pense que c'est ce qui a amené le président à s'engager résolument vers le rapprochement avec ce pays ami et frère depuis l'avènement des indépendances. La Russie a toujours accompagné nos grands combattants, les combattants de l'Afrique, mais aussi Bokassa avait secrètement fait appel à la fin des années 60 à la Russie pour entreprendre un certain nombre de projets, surtout les études géologiques. Et ces études géologiques, c'est fondamental, cette affaire d'études géologiques, pour nous permettre de savoir ce qu'on avait sous nos pieds. Et à partir de là, parce que le colon savait, il savait plus ou moins. Maintenant, nous savons mieux que lui et plus que lui, parce qu'avec les avancées technologiques et tout ce qui a été entrepris depuis lors, nous sommes bien avancés. Là, la Russie nous a beaucoup aidés pour ça. Et grâce à ça, nous pourrons être en mesure de pouvoir structurer ces assets-là, ces actifs miniers, et maintenant surprendre le monde. Mais au-delà de ça, sur le plan sécuritaire, la Russie nous a permis, quasiment à titre gracieux, de pouvoir structurer une armée. Une armée, et de pouvoir remettre en cause cette armée coloniale qui était au service du colon, qui formait des acteurs pour faire des coups d'État, pour pouvoir remettre en cause des révolutions qui pouvaient être engagées par des visionnaires africains. C'était le rôle de l'armée. Aujourd'hui, la Russie nous a permis de pouvoir mettre en place une armée qui pourrait nous permettre de gérer tout type de menaces. À commencer par les menaces néocoloniales. Voilà. Les menaces néocoloniales, les menaces djihadistes. Et ça, merci à la Russie. Elle nous a, je vous dis au départ, nous avions que 45 Kalachnikov dans les armeries du pays. La France était évertuée à distribuer tout le stock d'armes que nous avions aux djihadistes pour qu'ils puissent détruire ce pays. 45 Kalachnikov, le président, dès le départ, a demandé, nous avons acheté 1000 armes en France, 1500. Ils nous ont livré les 1500 armes sans percuteur et sans chargeur, alors que nous avions payé. De là, le président s'est rendu en Russie pour pouvoir trouver des solutions. Et le président Poutine, d'emblée, tout de suite, le président était allé pour demander 1500 armes, d'emblée, il lui en a donné 5000. Aujourd'hui, nous avons un stock impressionnant d'armes. Et il nous a permis aussi de former des militaires, des officiers, des soldats, qui pouvaient être en mesure d'être au fait de la gestion des nouvelles menaces, de véritables combattants. Nous sommes aujourd'hui en mesure, grâce à l'équipement que la Russie a mis à notre disposition, comme vous le savez, je vous informe, nous sommes portés acquéreurs de 10 Sukhoi 57, donc c'est des avions de chasse de dernière génération. Nos pilotes ont été formés et sont toujours en formation en Russie pour pouvoir justement utiliser ces Sukhoi 57 de dernière génération. C'est aujourd'hui un des meilleurs avions de chasse qui soit. Et donc, pour vous dire, voilà ce que la Russie, entre autres, nous a apporté. Elle est prête aujourd'hui à, financièrement et économiquement, les gens disent oui, qu'elle ne nous a rien apporté. Rien que l'année dernière, la Russie a mis à notre disposition un important stock de carburant pour plus de 100 millions de dollars. Comparé à l'aide que peut apporter l'Union européenne et la France, ils font pas le figure par rapport à la Russie. Toutes ces armes et tout ce qui était investi dans le domaine de la sécurité par la Russie a un coût. Et quand on estime cela, ça n'a rien à voir. C'est sans commune mesure avec ce que les autres ont pu nous apporter. Et pendant les moments difficiles, la Russie nous a assistés. Le Rwanda aussi, c'est vrai, mais la Russie aussi nous a assistés
je vous dis à pied levé. Ça s'est joué à 22 heures près. À 22 heures près, avant l'attaque de Bozizé, le président Touadéra a appelé son frère et ami, le président Poutine, qui a tout de suite envoyé effectivement des soldats, du matériel pour pouvoir aussi aider nos techniciens et nos soldats. Donc l'apport de la Russie, et c'est pas fini en termes d'éducation, en termes de formation. Il y a à peu près 3000 bourses qui sont offertes par la Russie pour former nos ingénieurs, pour former effectivement nos techniciens en Russie, dans les meilleures écoles. Et aujourd'hui, il y a plein de projets engagés de la Russie. Il y a par exemple le chemin de fer qui partira de la frontière avec le Soudan à Amdafok jusqu'à Bangui et au Cameroun. Il y a déjà un premier projet qui va relier la frontière du Sud-Soudan à Bangui et au Cameroun, financé par les Anglais, mais la Russie, là, s'engage à financer le chemin de fer qui partira de Bambari jusqu'à la frontière camerounaise, et donc il y aura une interconnexion avec le chemin de fer qui va du Sud-Soudan à Bambari. Voilà des projets concrets, et je vous passe des autres projets, sans compter les routes, les infrastructures, et des solutions de financement très souples. Des orientations stratégiques ainsi que leur suivi en ce qui concerne les grands travaux, des chantiers sur lesquels s'appuie la révolution portée par le président Touadéra, aux relations importantes, amicales et fraternelles qui existent entre la Russie et le Centrafrique. Nous avons fait le tour avec vous, Monsieur le ministre Pascal Bida Koyabele. Merci de nous avoir reçus. Merci à tous ceux qui nous ont regardés et écoutés sur nos différentes plateformes. Kwanza Media en République centrafricaine reste au cœur de cette élection présidentielle ô combien importante et stratégique. Nous vous donnons rendez-vous pour d'autres entretiens, d'autres contenus divers sur cette période cruciale qu'est le scrutin général et groupé en République centrafricaine. Kwanza Media, au commencement.